Alors, Ouais. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette conférence présentée par UWay et qui portera sur le sujet suivant: Mobility as a Service, les enjeux de la mobilité de demain. Cette table ronde sera modérée par Yann Erzan, co-founder de Mobility Makers. Et Yann, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. merci à vous. Alors, en effet, Yann Azran, je suis cofondateur de Mobility Maker. C'est une table ronde en français. Très enchanté, vraiment ravi d'être avec vous. Euh, donc, Mobility Maker, j'en ai une communauté d'un peu plus de 7000 professionnels partout dans le monde dédiés à la mobilité, donc aux professionnels de la mobilité. Et je suis ravi de pouvoir modérer cet échange sur le MAS. Alors, on a avec nous Noémie Rojo, qui est Bonjour. directrice de 2R Aventure, le vélo de fonction pour les entreprises. Bonjour Noémie. Bonjour Yann. On a également donc Jamel qui nous fait le plaisir de nous réunir à travers UWay, dont il est cofondateur. UWay, c'est un intégrateur d'offres multimodales et de masse. Bonjour Jamel. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravi. Et Nordine Lazreg, donc, qui s'occupe du développement des nouvelles mobilités pour le groupe Keolis. Et on sait que c'est pas rien. Bonjour Nordine. Bonjour Yann. Écoutez, merci beaucoup. Vraiment, je pense que c'est assez génial de pouvoir se réunir pour pouvoir échanger sur ce sujet, sur le MAS. Tout d'abord, Nordine, vous, à travers Keolis, vous avez une certaine hauteur de vision sur la mobilité, sur ce qui est en train de se développer. Sur les nouvelles mobilités, qu'est-ce que Keolis est en train de développer pour justement faire éclore un petit peu tous ces sujets? Alors, pour Keolis, ce n'est pas une mince affaire en effet, car c'est un milieu aujourd'hui, la mobilité, qui est très prolifique et avec une grande effervescence. Et bien entendu, toutes les bonnes volontés sont intéressantes et sont observées par le groupe. En l'occurrence, après, il y a plusieurs manières pour le groupe de s'en emparer, à savoir, soit nous sommes sur des partenariats, soit nous sommes des fois même dans de l'actionnariat. Donc, les principaux sujets des nouvelles mobilités aujourd'hui sont ceux que l'on entend le plus, à savoir les navettes autonomes, que l'on développe maintenant depuis bientôt 5 ans, avec un actionnariat chez Navia, mais qui ne nous a pas empêché également de travailler avec les autres startups fabricantes de navettes autonomes, hein, comme EasyMile ou Local Motors. Donc, on reste justement un groupe un petit peu qui essaye de travailler avec tout le monde et de connaître toutes les composantes des nouveaux acteurs sur les nouvelles mobilités. Deuxième grand chantier des nouvelles mobilités, le transport à la demande. Donc, ça aussi, c'est aujourd'hui une solution de mobilité qui révolutionne un petit peu les usages et qui permet d'aller chercher des besoins, ou en tout cas d'aller servir plutôt des besoins dans les territoires même les plus enclavés, avec une offre un petit peu sur mesure, un peu de la dentelle, pour éviter les trous dans la raquette. Et ensuite, de manière plus large, on va faire des partenariats avec une multitude de startups pour essayer des POC, des preuves de concept, et ainsi essayer comme ça de faire émerger des nouveaux modèles. Magnifique, merci beaucoup Nordine. Alors c'est intéressant parce que finalement on voit qu'on a un grand morceau à gérer et qui est pris en main par des grands groupes comme Keolis. Et puis Jamel, vous, quand on zoome un petit peu plus, il y a la partie mise en pratique en tant qu'agrégateur de multiples moyens de mobilité. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux du MAS? Du coup, nous, on a pris le constat, un peu comme tous les citoyens, qu'aujourd'hui, les villes génèrent jusqu'à 30% de gaz à effet de serre, dont 54% proviennent de l'utilisation de la voiture personnelle. Donc, on sait que c'est un enjeu écologique d'abord. Ensuite, différentes études montrent qu'on a un problème d'autosolisme. Donc, c'est en moyenne 1,05 personnes dans une voiture. Donc, en gros, tout le monde utilise sa propre voiture pour tous ses déplacements. Alors, c'est facile de le comprendre parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est aussi facile d'utilisation que la voiture. Si vous avez besoin de faire vos courses, emmener vos enfants dans leur activité extrascolaire ou pour vos trajets domicile-travail, ou même partir en week-end, ce qui est le plus simple aujourd'hui, ça reste quand même la voiture. Et donc, nous, partant de ce constat, ce qu'on veut mettre en place avec UWay, entre autres, mais
c'est pareil pour les autres acteurs, c'est de faciliter l'utilisation des différentes mobilités qui existent et faire en sorte que l'utilisation de toutes ces mobilités puisse se faire aussi facilement que la voiture en fonction de son besoin ponctuel et de chacun de ses usages. Ok, très clair, merci beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que avant d'introduire Noémie, je l'ai vu réagir quand Jamel disait qu'il n'y a rien de plus pratique aujourd'hui que la voiture. C'est challenger aujourd'hui la place de la voiture, que ce soit en ville ou sur les routes de manière générale. Depuis le premier déconfinement, avec ce qu'on a eu, on a eu les coronapistes, mais finalement, certaines, beaucoup se sont pérennisées. Donc, on voit de plus en plus de pistes cyclables émerger dans les rues et on voit aussi de plus en plus de cyclistes les utiliser. Vous, Noémie, vous proposez des vélos de fonction. Les entreprises, de plus en plus, font appel aux flottes de vélos, aux vélos de fonction pour leurs salariés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et qu'est-ce que vous proposez, vous, à travers Désert Aventure? Alors, nous, on constate, j'ai envie de dire, c'est même avant le coronavirus, c'est peut-être, ça date des grèves de 2019 où on avait des problèmes justement de transport en commun, d'embouteillage, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que c'est l'emballement pro-vélo. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une tendance pro-vélo. Et c'est plutôt enfin, moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que contrairement à ce que dit Jamel, moi, je suis plus à l'aise à avoir un vélo chez moi et mon téléphone dans ma poche pour pouvoir emmener mes enfants le matin, pour partir en vacances et puis avoir le temps de faire autre chose ou en tout cas la liberté de faire autre chose que de conduire. Mais c'est mon avis personnel parce que je déteste conduire. mais voilà. Non, ce qu'on constate depuis donc plusieurs mois, c'est en effet des pratiques vélo qui progressent largement. Alors, c'est très vrai en région parisienne, ça l'est un peu moins dans les autres régions, mais c'est quand même assez important. Des coronapistes qui se pérennisent et notamment différents acteurs locaux qui se rendent compte qu'en fait, plus il y a de cyclistes, mieux c'est pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on constate chez les commerçants, c'est ce genre de choses qui sont assez intéressants. Les boîtes qui commencent à se poser des questions justement sur comment est-ce qu'on gère la mobilité. Il y a beaucoup eu pendant très longtemps une seule façon de gérer la mobilité en entreprise qui était la voiture de fonction. De temps en temps, la voiture de service partagée quand il y avait des besoins d'aller sur d'autres sites, etc. Éventuellement des remboursements de VTC, mais j'ai l'impression que nous, on constate beaucoup ça à Paris, pas forcément vrai en région. Et pour les boîtes qui étaient plutôt bien situées, le remboursement des frais de transport qui est légalement à minima de 50%. Depuis les événements qu'on cite, on voit justement d'autres choses émerger. On voit apparaître des demandes sur le vélo, on voit apparaître des demandes sur des forfaits mobilité durable. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place notamment suite à la loi LOM qui permet aux employeurs de financer jusqu'à 500 € par an hors charge sociale pour les collaborateurs qui viennent autrement qu'en voiture individuelle. Il y a des logiques de crédit mobilité où justement on va avoir de la voiture de fonction qui devient budgétisée et qui se transforme en une enveloppe que les collaborateurs peuvent utiliser comme bon leur semble. Il y a différents outils, il y a pas mal de choses et c'est plutôt... et ça va plutôt dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que... Pardon. Parce qu'il y a une logique économique derrière tout ça. Sur le forfait mobilité durable, on va en parler, Noémie, un peu après du forfait mobilité durable. Mais là où c'est très intéressant, c'est que, comme vous dites, il y a une prise de conscience. Ensuite, quand vous dites à Paris, notamment pour le VTC, c'est aussi vrai sur le vélo de fonction, non? C'est-à-dire, enfin, pas pour Paris, mais plus pour les zones très denses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont un petit peu dans des terrains un petit peu plus reculés, c'est compliqué pour elles en fait de proposer autre chose qu'une voiture de fonction ou bien des passes de train quand c'est le sujet, parce que justement, les distances sont encore un petit peu plus compliquées à gérer et les infrastructures ne sont pas forcément là, n'est-ce pas?
Alors, il y a un problème d'infrastructure, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, il y a des solutions alternatives qui se mettent en place. Il y a notamment une assoce ProVélo chez nous qui travaille avec les agriculteurs pour utiliser les chemins de halage. Donc, c'est des choses bêtes, mais en fait, ça permet d'avoir des infrastructures alternatives qui sont pas du tout utilisées par les voitures, parce que de temps en temps, il y a des tracteurs, mais c'est pendant les récoltes. Et c'est des choses voilà, qui sont assez intéressantes. La difficulté des territoires ruraux, j'ai envie de dire, c'est plus la desserte en transport en commun qui est absolument pas rentable et qui ne peut pas être faite par la collectivité, que l'automobile comme unique solution, parce que ça peut être des logiques de covoiturage, parce que ça peut être des logiques justement avec du vélo quand on n'a pas des distances très importantes. Il ne faut pas croire que parce qu'on est en campagne, on a 50 km à faire systématiquement pour aller au boulot. C'est pas vrai. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de déplacements qui sont relativement courts. La Mais majorité voilà, des Français vivent à moins de 30 minutes de vélo d'ailleurs de leur lieu de travail. C'est un chiffre quand même assez intéressant. ah bah c'est assez choquant, j'ai envie de dire même, parce que la part C'est modale, elle est vraiment. moins de 2% pour aller au boulot. Donc, il y a un vrai progrès à faire, quoi. Donc, non, Yes. j'ai envie d'un peu contredire en disant, certes, c'est vrai, en ultra dense, mais en ultra dense, il y a une problématique de stationnement et de sécurisation qui peut poser des problèmes, parce que quand on a des beaux vélos, on n'a pas très envie de se les faire voler, et si on ne peut pas les sécuriser dans des endroits, il y a un souci. Et en rural, il y a plus une problématique voilà, d'infrastructure et puis peut-être de pédagogie autour du vélo, parce qu'on se rend compte que quand on est à la campagne, les gens utilisent très peu le vélo. Alors justement, sur la pédagogie, je pense qu'on est tous ici d'accord pour dire que cette pédagogie, elle passe aussi beaucoup par l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un des lieux quand même, enfin, le trajet domicile-travail, c'est le trajet principal. Ce qui fait que l'entreprise, quand elle est actrice vraiment de ce changement, que ce soit de vélo ou de manière générale de multimodalité, il y a un vrai impact en fait dans la vie des gens. Nordine, vous, via Keolis, justement, vous accompagnez des grands groupes voire même parfois avec le Concorde de métropole et autres, sur la mise en place de plans de mobilité inter-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est plus aujourd'hui dans l'autre sens que ça s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les PDIE qui sont récents, hein, c'est aussi la loi qui a amené ces évolutions, donc la loi est nécessaire aussi pour faire évoluer les mentalités. Mais du coup, ces PDIE se sont retrouvés souvent avec une nouvelle compétence sans en avoir réellement l'expérience ou la maîtrise. Et les PDIE, c'est à partir de mémoire, j'espère ne pas me tromper, à partir de 200 collaborateurs sur un même site qu'il est nécessaire de créer un PDIE. Et du coup, il y a des très gros PDIE sur les territoires où nous opérons. Si je prends l'exemple de Lyon, je vais prendre l'exemple de la vallée de la chimie, où il y a énormément de grands groupes pétrochimiques réunis sur une même bande et qui ont donc des grands besoins de trouver des solutions d'accessibilité pour leurs salariés qui viennent de partout autour de la métropole. Quand je prends l'exemple de Bordeaux, on va avoir le BAS, qui est un PDIE formé d'entreprises de l'aéronautique comme Dassault et autres. Donc, ces gens-là ont le réflexe, bien entendu, voyant que Keolis est l'opérateur local, de leur demander conseil sur la manière de trouver des nouvelles solutions, des solutions de toute manière qui soient plus rentables que de simples lignes de bus ou de mettre carrément de la grosse infrastructure, étant donné que leurs salariés sont un peu éparpillés. Donc, à ça, nous venons apporter les solutions que nous avons en notre possession, et en l'occurrence, c'est une nouvelle mobilité également. Parmi elles, en pole position, le transport à la demande et bien entendu, des fois, les navettes autonomes aussi, parce qu'aujourd'hui, elles deviennent un outil qui devient de plus en plus normalisé. On a lancé récemment à Saint-Quentin en Yvelines des vraies lignes de navettes autonomes. Et donc, pour faire justement aboutir ce besoin et cette solution, on fait le go-between avec la métropole et ensuite, c'est tripartite. Et on essaie d'arriver comme ça à des solutions. Mais bien entendu, Keolis n'est pas propriétaire de toutes les idées, n'a pas le monopole de l'innovation, n'a pas le monopole des bonnes solutions. Donc, on a cette humilité de se tourner aussi vers tous ces nouveaux acteurs, comme 2R Aventure, j'espère bientôt, ça n'a pas encore été le cas, mais comme ces acteurs justement qui sont chacun dans leur coin à être des faiseurs et à essayer d'apporter leur part à l'édifice, et ainsi faire une sorte de patchwork de solutions
chacune venant répondre à un besoin spécifique, chacune venant combler les trous dans la raquette et venant avec ce panier global auprès de la métropole pour essayer d'apporter une solution assez PDIE, des fois d'une dimension quand même déjà assez importante. Mais au-delà des simples PDIE, on pourra peut-être plus tard, je ne sais pas s'il est prévu, mais pousser plus loin la réflexion aussi, pour ceux qui nous regardent. C'est toute cette évolution des mentalités exacerbée par la crise sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, avec le télétravail, l'habitude pour certains qui peuvent, parce que très peu de gens peuvent réellement télétravailler, la création de tiers-lieux, qui sont des lieux à mi-chemin entre le bureau officiel et chez soi. Et donc, tous ces nouveaux pôles d'intérêt qui peuvent également exister en campagne, soit dans des gares, des gares inutilisées, soit dans d'autres endroits. Et donc, ces endroits, ces tiers-lieux qui vont regrouper différents services vont nécessiter aussi le besoin d'une mobilité spécifique. Et c'est là aussi qu'il va falloir pouvoir combiner et orchestrer la connexion de ces lieux-là avec le réseau urbain classique et au-delà ferroviaire et autres. Ce qui permet en fait d'interconnecter les besoins privés et le transport public. Ce qui est très intéressant, par contre, on a eu un commentaire d'un journaliste qu'on connaît tous très bien sur la mobilité, qui est Ivikita d'Agoranews Mobility. Alors, c'est un commentaire plutôt sur le crédit mobilité, qui en effet peut aller de 3 000 à 10 000 euros par an. La grande différence avec le forfait mobilité durable, c'est que le crédit mobilité est soumis à l'impôt sur le revenu puisqu'il est un avantage en nature. Là, le forfait mobilité durable, lui, n'est pas soumis, enfin les 500 euros dont il est question par an. En effet, c'est bien maigre somme à côté des 3 à 10 000 euros par an. Mais donc, la petite différence, et on pourrait revenir sur le crédit mobilité, c'est que c'est considéré comme un avantage en nature et donc imposable. Mais Jamel, alors, le salarié, on le voit, il passe justement, on parle du crédit mobilité, on parle du forfait mobilité durable, il passe finalement d'un modèle où j'ai une voiture de fonction, plus grande, plus petite, etc., plus ou moins polluante, ou un pass Navigo ou autre, à un modèle beaucoup plus multimodal, une offre multimodale. Justement, on parlait de la LOM et du forfait mobilité durable. Comment aujourd'hui, justement, sur le forfait mobilité durable, comment la technologie accompagne en réalité la mise en place de tous ces dispositifs qui sont qui sont proposés plutôt par le législateur, que ce soit à travers la LOM ou autre. Comment la technologie accompagne ces changements-là et ces dispositifs? Avant de commencer, peut-être juste pour revenir sur le crédit mobilité, donc effectivement, c'est plus avantageux, mais malheureusement, ça ne concerne qu'une petite partie des salariés. Donc, tous ne disposent pas d'une voiture de fonction et n'ont pas la possibilité justement de la troquer vers des mobilités plus douces ou en tout cas des voitures plus simples, enfin plus petites. Oui, puisque le crédit mobilité, c'est si j'avais une voiture de fonction, je vais dire que je vais soit avoir une voiture plus petite ou moins polluante, soit carrément ne pas utiliser cette voiture de fonction, ne pas prendre cet avantage. C'est ça. Et du coup, comme c'est un avantage en nature, récupérer tout ce crédit qui est dû finalement et pouvoir l'utiliser dans d'autres mobilités, acheter des billets, prendre un vélo de fonction ou utiliser tout ce qui est free floating et autres solutions de mobilité. C'est ça. Donc, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que voilà, certains salariés ont ce dispositif. D'autres salariés, grâce au forfait mobilité durable, vont pouvoir avoir la possibilité justement de pouvoir avoir accès à d'autres mobilités. Donc jusqu'à présent, on était plutôt sur le remboursement du pass Navigo. Maintenant, avec le forfait mobilité durable, on va pouvoir utiliser tout ce qui est vélo, trottinette, autopartage si c'est électrique. L'achat de vélo aussi personnel et tous les frais qui sont inhérents à la maintenance du vélo. Et donc, pour ça, la technologie, là où elle peut aider, c'est justement pouvoir proposer une application ou une plateforme en fait, qui puisse justement regrouper tous ces modes de mobilité. Et nous, là où on milite et ce qu'on vend, en fait, c'est de pouvoir justement permettre à chaque collaborateur de disposer du moyen de transport qui lui correspond le mieux au moment où il en a besoin. Donc, pour des trajets domicile-travail, c'est pouvoir si l'entreprise a mis en place des flottes de vélos en interne, pouvoir les réserver facilement. Ça peut être pour des rendez-vous, avoir accès à de l'autopartage si elle a été mise en place.
Pour les domiciles travail, donc soit l'entreprise a une politique avec la mise en place de vélos de fonction, soit ça peut être tout simplement avoir accès aux plateformes de covoiturage qui se développent de plus en plus. Donc aujourd'hui, on a quand même 2-3 acteurs qui sont quasiment présents dans pratiquement toutes les régions de France. Et donc, au lieu d'avoir à réinventer la roue et à réorganiser du covoiturage, parfois il est peut-être plus simple de se reposer sur des solutions qui existent déjà. Et c'est là où justement la technologie va permettre en fait de regrouper en un seul endroit, via une seule interface, toutes ces mobilités. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est justement de pouvoir piloter son plan de mobilité. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se met en place. Ils sont accompagnés par des acteurs comme Keolis sur ce genre d'action. Et donc, l'intérêt, c'est ensuite pouvoir mesurer ces impacts. Et pour ça, la technologie va aussi nous permettre d'avoir un suivi. Alors, je ne parle pas de tracking, bien évidemment, qui est encore un autre sujet, mais au moins être capable de connaître quel est le report modèle, quels sont les modes de transport qui sont utilisés sur le site, et faciliter finalement l'accès à toutes ces mobilités pour les collaborateurs. Et après, par extension, on peut aussi, un dernier mot, parce que du coup, on parle beaucoup de l'entreprise, mais ça peut aussi s'appliquer à des territoires, pour des habitants, pour des touristes aussi. Bon, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais aujourd'hui, il y a aussi un problème de visibilité des offres. Et donc, sur un territoire, le fait d'avoir une seule application, c'est aussi permettre de rendre lisibles les offres de transport qui sont disponibles et permettre justement aux habitants ou aux touristes qui sont de passage de pouvoir facilement retrouver les offres qui sont disponibles autour de soi. C'est très clair. Alors, j'ai juste une petite parenthèse sur le covoiturage, parce que tout à l'heure, Noémie en a parlé, Jamel, vous en avez reparlé. Honnêtement, aujourd'hui, quand on parle avec les collectivités, avec les entreprises, ça reste quand même anecdotique. Et je le prends même de votre chiffre, en fait, Jamel, puisque vous disiez au début, on a 1,05 passagers par voiture. Qu'est-ce qui fait, selon vous, et là c'est vraiment une question ouverte, on sort un tout petit peu, on se décale un tout petit peu du sujet, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce n'est pas adopté alors qu'il y a eu énormément d'efforts? Tout à l'heure, on a parlé de l'essor du vélo pendant la grève de 2019. Pendant cette même grève de 2019, le gouvernement a poussé en proposant justement un système où on allait pouvoir payer seulement 2 euros, quel que soit le trajet de covoit. Oui, pour le domicile travail, mais finalement, donc, c'est le gouvernement qui payait le reste de la facture auprès de Blablacar, Taxi ou autre. Et même d'ailleurs, les 10 Blablacar a lancé Blablabus, Blabla Blablatrain et j'en passe. Peut-être que ça veut dire que finalement, le covoiturage, ce n'était pas un business porteur. Pourquoi, selon vous? Je peux peut-être dire un mot avant de laisser la parole à Naomi, mais juste pour faire la transition, je pense qu'elle va, et Nordine aussi a sûrement des choses à dire, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de pédagogie, donc Naomi en parlait, et d'accompagner justement les gens. Moi, en tout cas, le premier frein que j'y vois, c'est toujours ce réflexe de j'ai ma voiture et si j'ai besoin de déposer les enfants à l'école ou après le travail, les récupérer ou les emmener au judo, etc. C'est quand même beaucoup plus facile si je m'organise avec moi-même, en fait, sans avoir à me synchroniser avec des collègues au bureau. Et puis, il y a aussi cette peur de l'imprévu qui fait que, OK, je vais partir avec mon collègue, mais si lui, il m'annonce au dernier moment qu'il doit partir plus tôt ou il rentre pas chez lui, mais il doit partir ailleurs, je vais me retrouver sans solution. Et moi, par contre, il faut que j'aille chercher mes enfants chez la nounou et donc je peux pas décaler. Donc il y a certains opérateurs de covoiturage qui mettent en place un peu une garantie retour en couplant leurs solutions avec des solutions de VTC. Mais je pense que voilà, il y a aussi toujours on revient à la simplicité. C'est quand même beaucoup plus simple entre guillemets de ne pas avoir à se synchroniser, d'être autonome dans ses déplacements que de devoir, entre guillemets, dépendre d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a encore un gros travail et peut-être que justement, Naomi peut peut-être nous en parler justement sur cette manière d'accompagner les collaborateurs. Moi, je suis assez d'accord avec Jamel. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, les impondérables sont assez difficiles à gérer. Alors, je mettrais peut-être juste un bémol, parce que j'ai vu une communication de Klaxit il n'y a pas très longtemps qui disait qu'ils étaient enfin rentables. Donc, ça doit quand même bien marcher. Mais
y a cette logique de gestion des impondérables qui est difficile. Et il y a la logique d'avoir un volume qui est suffisamment important pour qu'on puisse trouver les trajets qui correspondent sans faire de gros détours ou sans attendre beaucoup. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, mais je ne suis pas une spécialiste du covoiturage, c'est que justement, les systèmes mis en place par des organismes publics ou par des zones d'activité, etc., favorisent parce que du coup, on a un panel de solutions qui est beaucoup plus adapté et qui fait qu'on va trouver beaucoup plus de solutions. Ce qui est génial quand on utilise Blablacar en grande distance, c'est qu'il y a toujours plein de solutions pour faire les trajets et ce qui permet de choisir, etc. Tant qu'on n'aura pas atteint cette masse critique sur du covoiturage courte distance, moi j'ai du mal à imaginer que les gens s'y mettront. Donc ça, c'est à mon avis un des freins. Et puis après, il y a les notions de pédagogie. Et puis peut-être un autre élément qui est que quand on a trouvé son covoitureur et que c'est du covoiturage régulier, on n'a plus besoin d'appli ou en tout cas on n'y va plus parce qu'on se cale avec lui de main dans la main, etc. Et que ça permet peut-être d'avoir que 2 personnes dans une voiture alors qu'on pourrait en avoir 4, etc., etc. Donc il y a un peu ces logiques-là. Et puis après, il y a beaucoup d'animations pour justement que les gens se rencontrent, que les gens se connaissent, qu'on valorise le covoiturage parce qu'il y a une logique économique importante, une logique écologique importante, mais aussi une logique de confort dans les transports parce que c'est toujours plus sympa d'être à 2, si l'autre personne est sympa, hein, mais d'échanger et de découvrir ça. C'est la Redoute qui a mis ça en place et c'était assez marrant, c'était le DG qui faisait du covoiturage et donc les gens un peu comme il y avait une nana qui avait fait ça pour déjeuner avec toutes les personnes de l'entreprise. Il y avait plein de gens qui s'inscrivaient pour aller justement tchatcher avec le DG sur un trajet, etc. Mais il y a vraiment cette notion qui est importante et qui va l'être encore plus en sortie de confinement, de créer du lien et de valoriser cette création de lien. Donc il y a différents outils assez pédagogiques pour inciter à des mobilités durables. Nous, on travaille, et je pense que c'est ce que Jamel voulait dire, sur des notions de nudge qui sont des incitatifs doux pour faire en sorte que les solutions mises en place par l'entreprise puissent être adoptées par les collaborateurs. Mais il y a pas mal de choses et le covoiturage, on constate en effet que c'est une des solutions qui paraît avoir le plus d'opportunités, mais une des solutions qui est la plus difficile à adopter en entreprise. Théorie versus pratique. Pardon ? Théorie versus pratique. Voilà, c'est ça. En théorie, c'est fabuleux, mais finalement, dans la pratique, je n'ai pas forcément envie de partager mon véhicule. Et puis, sur la partie des transports publics, mais c'est les gens qui aiment être, qui ont un côté un peu plus individualiste et qui ont envie de se plonger sur leur Netflix ou quoi quand ils vont au bureau, peuvent le faire tranquille dans le métro. Ça ne se fait pas trop à côté du collègue. Non, ça ne se fait pas trop. Si j'ai 5 minutes de retard, je suis un peu gêné. Si pour X raison, j'ai un coup de fil et je passe un coup de fil à ma grand-mère ou à ma mère dans la voiture, voilà. Il y a plein de choses où… C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un panel d'avantages. Il y a aussi tout en pratique plein de freins à lever et ça semble être un petit peu plus complexe. Nordine, vous avez un petit commentaire là-dessus, j'imagine. Alors, un commentaire sur le covoiturage, pas spécialement parce que ce n'est pas dans les cordes de Keolis. En revanche, en effet, il faut encore une fois une multitude de solutions pour que justement les personnes commencent tout doucement à se désintéresser de l'acte de propriété quelque part. Parce que finalement, c'est ça, on en revient à ça. Vous parliez d'individualisme. Finalement, c'est pareil avec le côté propriété, le côté… Est-ce qu'on est une civilisation finalement qui s'amène tout doucement vers la mutualisation? Est-ce que justement on est en train tout doucement de vivre cette mutualisation des choses? Mais pour ça, il faut des étapes palliatives pour y arriver. Moi, je pense que de manière plus générale, on ne peut pas parler de masse aujourd'hui et de mobilité de manière générale sans évoquer l'évolution aussi justement de cette société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, notre société, elle évolue de multiples manières. Tout à l'heure, j'ai expliqué l'aspect un petit peu tiers-lieu, télétravail et ces aspects-là aujourd'hui qui sont nouveaux dans notre vie. Mais au-delà de ça, moi, je pense que dans la mobilité est un marqueur de l'évolution socio-économique des populations. Ça s'est vu aux États-Unis avec la route vers l'Ouest et ainsi de suite. Ça a toujours existé. Si vous suivez un peu les réseaux ferrés, les réseaux d'infrastructures, ils conditionnent et ils structurent un petit peu les sociétés. Mais l'avantage de notre génération à nous,
c'est qu'on a réussi à se pencher sérieusement et à apporter des solutions sérieuses à une problématique première qui est le premier et le dernier kilomètre. Donc, le fameux premier-dernier kilomètre qui freine les gens et qui se disent oh, je prends ma voiture parce que je dois marcher 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre, ou je dois trouver une solution alternative, ou est-ce que je prends mon vélo, mais après, je fais quoi de mon vélo une fois que j'arrive à la gare, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça amène des complications. Et il y a une logique également de congestion des villes, que ce soit sur le niveau des véhicules qui circulent au sein de ces villes, que ce soit les véhicules de transport public ou les véhicules privés. Hein. Donc, il y a une congestion des villes, mais il y a aussi une congestion urbaine. Tout à l'heure, j'en parlais également justement de cette congestion urbaine et des nouveaux modèles aujourd'hui qui émanent, hein, parce que ce qui est génial avec l'être humain, c'est sa capacité à se renouveler lorsqu'il se retrouve au pied du mur. Et donc aujourd'hui, c'est un fait, le foncier en centre-ville n'existe plus. En revanche, on a énormément de foncier en périphérie des villes, mais qui n'intéresse personne parce que cette fameuse problématique de premier et dernier kilomètre pour les urbains qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus à l'aise avec la mobilité, les transports publics et les transports en commun. Et typiquement, aujourd'hui, il y a des modèles qui naissent tout doucement où vous allez voir des bâtisseurs, tous ces acteurs justement de l'immobilier, que ce soit les constructeurs ou ceux qui commercialisent, vont être dans des nouvelles logiques, vont viser, par exemple, un foncier enclavé, plus bon marché, vont amener une solution de désenclavement en amont avec des solutions de premier et dernier kilomètre et ainsi revaloriser le foncier avant sa livraison. D'ailleurs, si on prend l'exemple des navettes autonomes ou du TAD, mais les navettes autonomes, moi j'aime bien en parler de cette manière-là, c'est une sorte d'ascenseur horizontal. Lorsque vous prenez l'exemple de l'ascenseur, avant sa création, on n'a qu'à regarder les vieilles villes, les bâtiments n'étaient pas très hauts et les meilleurs appartements étaient au deuxième ou au troisième étage et les populations les moins aisées au dernier étage. L'arrivée de l'ascenseur a complètement inversé ces schémas et a fait que les meilleurs appartements, les penthouses, sont au dernier étage parce qu'il n'y a plus la difficulté d'accès. Et de la même manière, aujourd'hui, on cherche à habiter dans l'hypercentre parce que facile d'accès pour les loisirs, les sorties. Et demain, avec des solutions justement d'ascenseur horizontal, on pourra très aisément, exclusif et dédié à un lieu de résidence, on pourra très facilement avoir la volonté d'aller habiter un petit peu plus en périphérie, à 1, 2, 3 kilomètres des centres-villes. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant en termes de changement de paradigme et peut-être de remodelage de la société, de repositionnement des castes, peut-être aussi de plus de mixité. On parle beaucoup de gentrification en centre-ville. Peut-être que là, on arrivera dans autre chose vers du périurbain ou du rural même. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. Ouais, en fait, ce que vous dites, c'est que les mutations urbaines qui sont liées d'ailleurs à la mobilité et à la possibilité de se rendre d'un point A à un point B en temps de manière plus ou moins pratique, renversent aussi un petit peu les équilibres sociaux puisque ça permet à une personne qui était en périphérie d'avoir plus accès à des choses, à une personne qui est en ville à pouvoir aller se déplacer plus facilement. Et donc ça renverse un petit peu l'échiquier de la ville, quoi. Exactement, et surtout, ça permet à des gens qui, en centre-ville, ont l'habitude d'avoir des solutions peut-être sans voiture, et de se dire, bah, si maintenant je vais habiter en sortie de la ville, j'aurai quand même une solution qui m'est dédiée, qui est facile. Je ne me dis pas, c'est un bus toutes les 30 minutes, c'est dès que j'en veux, c'est dès que je veux. En fait, c'est l'immédiateté aujourd'hui qui fait réussir un modèle. Et typiquement, la solution des navettes autonomes a de l'avenir pour cette raison-là. D'ailleurs, j'en profite juste pour faire une parenthèse et répondre à Yves Guita tout à l'heure qui a posé une question dans le chat en demandant pourquoi les navettes autonomes à la Défense se sont arrêtées. C'est juste qu'à la Défense, c'était une expérimentation et elles avaient vocation à s'arrêter à une date précise et établie à l'avance. Okay. Bon, ensuite, pour avoir suivi un petit peu, surtout sur Twitter, ce qui s'est dit après, il n'y avait pas une gigantesque utilisation, mais en effet, il s'agissait d'une expérimentation sur un territoire donné. Donc voilà. L'idée, voilà, on reste toujours dans la question de l'évangélisation. Mais encore une fois, moi, si j'expliquais tout à l'heure cette logique d'évolution, c'est parce que je veux aussi rappeler, et on en avait parlé avec Noémie qui m'expliquait justement qu'elle connaît très bien ce cas de travailler sur des solutions annexées à l'immobilier. D'ailleurs, après, je termine et je te laisse en parler, Noémie, si tu veux. Mais du coup, justement, je trouve qu'après tout ça, quand on voit que du coup, tout le monde a sa place et tout le monde a un rôle à jouer, il faut après pouvoir mettre au même endroit
ces solutions et qu'elles soient lisibles. Donc, d'où l'intérêt de mettre en avant ce sujet aujourd'hui. Très clair. Alors, il nous reste encore quelques minutes. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer directement dans le chat. Noémie, il y a une caractéristique intéressante et importante dans la mise en application du MAS. Je pense qu'on est tous d'accord ici. C'est aussi, c'est pas seulement les différents modes de transport, c'est également le mode de possession ou de non-possession. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir mon véhicule, est-ce que ça va être un véhicule partagé? Vous, c'est assez intéressant dans la mise en place des véhicules de fonction, des vélos de fonction. Très souvent, vous commencez par des flottes de vélos, si je ne dis pas de bêtises, donc partagées à toute l'entreprise. Les gens testent, s'y mettent un petit peu, trouvent ça plutôt fun, intéressant, voient que c'est pratique. Et ensuite, ils passent à une propriété. Là où, de l'autre côté, sur la voiture, on dit sortez de la propriété et passez au partagé. C'est ce que dit Nordine sur la logique d'évangélisation. En fait, on a une vraie problématique aujourd'hui à mettre les gens en selle. Enfin, c'est ce qu'on disait au début. On est sur une part modale. Alors, ça a dû progresser un petit peu. J'ai pas les derniers chiffres, mais on était en France à 2% sur le vélo. Notamment, on constate que le vélo électrique permet de mettre beaucoup plus de gens en selle. Sauf qu'on a un coût d'acquisition du vélo électrique aujourd'hui sur quelque chose d'assez qualitatif, au moins à 2000 € à peu près. Les gens, ils sont pas prêts du tout à mettre 2000 €. Ils sont prêts à mettre 500 € dans leur voiture tous les mois, mais ils ne le voient pas vraiment. Mais passer le pas et franchir le pas, c'est beaucoup plus compliqué, même sur des logiques de vélo de fonction où 70% peut être pris, 70% peut être pris par l'employeur. Donc, il y a vraiment cette logique de dire, est-ce que le trajet, est-ce que je suis capable de le faire en vélo? Est-ce que je suis à l'aise sur un vélo? Est-ce que la piste cyclable, elle est confortable? Est-ce que je vais être capable de le faire quand il pleut? Etc. Et donc, là-dessus, les boîtes ont un vrai rôle à jouer dans des endroits où il y a beaucoup moins de vélos en libre service. Donc, à Paris, il y a quand même du Vélib en libre service, il y a du Vélib électrique, maintenant il y a du Jump. Et donc, ces solutions-là, elles sont moins pertinentes. Mais dans des... Pardon? Il y a du pony aussi. Oui, voilà, exactement. Il y a du pony, il y a du Vélico, il y a plein de choses pour tester. Il y a plein de choses et plein de choses géniales pour tester. Et justement, c'était une étude de l'ADEME qui disait que justement la location longue durée permettait de lever des freins. Et donc, dans les solutions qui fonctionnent le mieux sur les reports modaux, c'était la location longue durée pour mettre en selle les gens et les accompagner. Donc, nous, on travaille un peu à l'inverse. Quand les boîtes, elles veulent sensibiliser leurs collaborateurs, on vient avec des animations de mise en selle parce que déjà, sur un parking, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire de vélo, qui ne sont pas à l'aise. On les met en selle, en circulation. Et après, on vient avec des flottes partagées quand justement, il y a une appétence, mais qui n'est pas forcément super développée. Et on se rend compte que ces flottes partagées, avec de l'animation, toujours besoin d'animation, ça on n'y coupe pas, il y a de plus en plus de gens qui testent des trajets, il y a de plus en plus de gens qui vont faire du copédalage, j'appelle ça, etc., et qui vont se dire, en fait, moi je vais prendre un vélo électrique, soit je l'achète par moi-même, soit je demande à la boîte de m'accompagner. J'ai compris. Donc, on passe du partagé aux propriétaires. Alors, d'abord, merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste 2 minutes. Mais vraiment, merci. C'était super intéressant, très riche. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que les personnes qui nous regardent non plus. Pour terminer, Jamel, vous nous avez réunis à travers UA. Merci beaucoup. Un dernier mot. Sur quel accélérateur il faut appuyer maintenant pour mettre en place efficacement les solutions de masse, que ce soit pour les collectivités, pour les entreprises de manière générale? Comment on réussit à pousser justement le principe du MAS de manière très, très simple? En fait, si je rebondis sur une des questions dans le chat, l'idée, ce n'est pas d'opposer les différents modes de transport ou mobilité qui existent, notamment contre la voiture, mais au contraire, faire en sorte que la voiture, c'est un moyen de mobilité parmi tant d'autres et de pouvoir justement faciliter la vie grâce à une application. Et donc, nous, là où on travaille beaucoup, et on y croit d'ailleurs beaucoup, c'est pas, demain, on n'aura pas un MAS qui va répondre à l'ensemble des besoins, mais on aura plusieurs MAS en fonction des différents besoins. Donc, comme le disait Nordine, ça peut être un MAS au niveau d'une résidence, permettre à tous les habitants de disposer via une application justement de l'ensemble des offres de mobilité qui sont disponibles sur le site. Ce qui permet aussi, au passage, ça on pourra peut-être en reparler dans un autre moment, oui, c'est tout un sujet, mais toute la partie parking, qui a aussi des enjeux économiques. Et donc, pour revenir à l'accélérateur, c'est permettre aux entreprises de disposer d'une application MAS
qui va réunir à la fois les offres de transport qui sont disponibles autour du site, mais aussi pouvoir intégrer les offres de transport qui vont mettre en place à l'intérieur du site. Donc, tout ce qui est vélo, free floating, autopartage, ou pourquoi pas également, grâce aux régions, la mise à disposition de véhicules autonomes Et donc, pour des vous mettez trajets ça bien en place, en fait, définis. en marque blanche pour les collectivités, pour les entreprises. Et la clé, c'est effectivement la mise en place d'une marque blanche et d'une personnalisation en fonction des besoins. Et donc, pour finir, on intègre aussi toute la logique de crédit mobilité, forfait mobilité durable, où on va, via l'application, disposer de ce budget pour pouvoir utiliser ces mobilités. Parfait. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Noémie. Merci, Jamel. Merci, Nordine. Merci. Excellente fin de journée à toutes et tous. Et puis, bah, on aura l'occasion d'avoir de nombreux autres échanges sur le sujet, j'espère. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. à vous. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante et restez connectés à Autonomie Digitale pour la suite du programme. Merci beaucoup à vous tous et au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.